Donc voilà. Et vous voyez bien, vous voyez la présentation? Oui, parfaitement, merci. Très bien. Parfait. Donc, alors, tac. Voilà, le titre du challenge est Advanced Material for Miniaturized Energy Harvesting Systems. Et c'est donc je vais vous présenter le Pathfinder Challenge de 2026. Donc, dont le deadline c'est le 28 octobre 2026. Donc, bon, là vous avez un peu l'outline, mais on passe directement au background. Donc nous, on sait que dans la société actuelle, on a maintenant l'urgence des IoT. Donc on a des IoT un peu partout, pour les smart cities, smart home, energy engagement, wearable, and so on. Et la question principale est que les IoT ne peuvent pas marcher tout seul. Chaque IoT a besoin des senseurs qui sont les yeux, on pourrait dire, des IoT. Ce sont les éléments qui permettent de récupérer des informations à l'extérieur et donc de les analyser et de les transmettre. Donc ça signifie que pour chaque IoT, on a environ, là je prends le cas d'un smartphone, vous avez environ une vingtaine de senseurs pour chaque IoT. La question est que si nous considérons la situation actuelle, nous avons environ, si vous voyez, on est arrivé en 2025 à 75 milliards d'objets connectés. Donc, des objets connectés, on parle d'environ 110 milliards de IoT. La question est que, si maintenant on le reporte par rapport au nombre de senseurs qui sont reliés à cette IoT, vous pouvez observer qu'on prévoit en 2027 d'avoir 10 trillions de senseurs reliés au IoT. Donc, vous voyez, la situation est assez, c'est pas une augmentation linéaire, mais c'est plutôt exponentielle. Là, maintenant, si on imagine c'est attaché au réseau avec tous ces capteurs, avec tous ces IoT, la question est que toute la consommation énergétique mondiale, à partir de 2040, serait réservée à l'utilisation des IoT. Donc, vous comprenez que ce n'est pas une situation ni souhaitable et ni soutenable, on pourrait dire. La question, vous pourrez dire, ok, bon, on a des IoT, on ne peut pas les brancher au réseau, au grid, parce qu'on n'a pas assez d'énergie électrique qu'on peut produire pour les soutenir. Mais bon, on peut utiliser des batteries. Le problème est que, à partir de 2040, à partir de 2027, avec 10 trillions de senseurs qui sont reliés à chaque IoT, ça signifierait que vous devez changer 80 millions de batteries chaque jour de l'année. Donc vous comprenez que la situation n'est pas vraiment une approche qui est très sustainable. Donc comment on pourrait faire pour résoudre ce problème? C'est de trouver des solutions qui permettent de réduire la consommation d'énergie et à améliorer donc la soutenabilité de ces technologies en créant des capteurs, des systèmes en général, pas seulement des capteurs, qui sont complètement autonomes. Donc, pour faire ça, nous avons besoin de développer des matériaux pour l'energy harvesting qui permet donc de capter l'énergie dans l'environnement et donc de donner de l'énergie à ces systèmes qu'on rendra complètement autonomes. Et on doit développer une nouvelle génération de ces matériaux qui sont plus performants de ceux qui existent actuellement et qui peuvent être aussi intégrés à des devices qui sont miniaturisés, des systèmes, des devices qui sont miniaturisés. Donc, les objectifs des challenges, le premier, c'est l'identification et le développement des matériaux avancés pour l'énergie, pour l'energy harvesting. Et ça, aussi en développant, en cherchant de découvrir de nouveaux phénomènes et physiques et chimiques. Donc, on est en train de parler d'un Pathfinder. Donc, c'est un call qui est ouvert aussi à de la nouvelle science. C'est pas comme un call qu'on pourrait voir dans un Pilar 2 où on peut avoir une recherche incrémentale. Ici, on est vraiment centré sur une recherche qui est disruptive. Donc, on parle des breakthroughs. C'est typiquement aligné avec la conception des deep tech. Donc là, on parle aussi des shifts dans le paradigme aussi, en découvrant de nouveaux phénomènes. Et ceci en tenant compte aussi de la réduction des matériaux critiques. L'implémentation des matériaux avancés, aussi le deuxième objectif, l'implémentation de ces matériaux avancés dans un module d'energy harvesting miniaturisé,
qu'après vous allez attacher à un système déjà existant, parce qu'on ne demande pas dans ce call de développer un système, mais on demande simplement un module avec l'Advanced Material pour l'Energy Harvesting. Après l'intégration de ce module dans un système, comme vous voyez là, on parle du cas, c'est simplement un exemple, hein, on parle des senseurs sans fil, et après de réussir à faire le benchmarking des modules des Energy Harvesting qui ont été obtenus, et dans un cas spécifique, et donc évaluer ses performances par rapport à ce qui déjà existe et démontrer qu'on a une augmentation significative des performances de ces matériaux avancés pour l'energy harvesting naturellement. Les deux les principaux, on pourrait dire, impacts que nous attendons, des outcomes, on pourrait dire, c'est d'identifier une nouvelle génération de matériaux avancés pour des systèmes miniaturisés pour l'energy harvesting. Donc, souvenez-vous, ce challenge, il est centré sur les advanced materials. Advanced material et pas sur les systèmes. Donc, c'est extrêmement important. Donc, la recherche doit être centrée principalement sur les advanced materials. Après ça, on doit attendre un TRL D4 pour les systèmes autonomes qui seront utilisés, développés. Là, je vous donne une version un peu plus développée par rapport aux slides que vous trouvez sur Internet. Ça, c'était pour expliquer un peu plus la genèse du call. Donc, comme je vous disais, aussi au niveau d'impact, on a un impact scientifique qui doit être important parce qu'on est en train de parler des nouveaux phénomènes, donc de découvrir des nouveaux phénomènes physiques et potentiellement des chiffres dans le paradigme. Après, aussi développer, aider à avoir une nouvelle génération des scientifiques qui travaillent sur cette nouvelle thématique et de donner une importante poussée pour développer des technologies d'energy harvesting. Je peux vous mentionner par exemple le thermoélectrique qui est bloqué depuis le début des années 90, mais aussi des autres technologies. Donc vraiment pour donner un push technologique pour améliorer la performance d'energy harvesting, et ceci en utilisant de nouveaux advanced materials. L'impact sociétal on peut utiliser, c'est intéressant parce que ces nouveaux matériaux avancés et donc l'implémentation de ce système d'energy harvesting permettra aussi d'implémenter les deux policies qui est REPowerEU et Green Deal, dont une porte sur la réduction une porte sur attendre 60% d'énergie renouvelable à partir de 2030, et l'autre, le Green Deal, qui on parle de la réduction des émissions de CO2. Après, comme vous pouvez voir, ces nouveaux systèmes qui seront autonomes et aussi autonomes plus longtemps permettront de développer beaucoup d'applications. Après, je vous montrerai un peu plus en clair. Plusieurs applications qui ont un impact direct avec notre société. On parle par exemple du diagnostic à distance, mais on parle aussi des nouvelles villes plus soutenables, et aussi le management par exemple de l'énergie à distance. Et aussi, comme je disais précédemment, c'est une approche, on s'attend à une approche soutenable compte tenu du fait qu'on ne devra pas, par exemple, changer 80 millions de batteries chaque jour pour implémenter tous les IoT qu'on veut développer d'ici à 2040. L'impact économique, vous voyez, ce type de système autonome en énergie, ils ont un impact qui est complètement transversal sur tous les types d'applications. On parle des Intelligent Aircraft Health Monitoring, donc des capteurs que vous pouvez mettre sur les avions pour vérifier leur tenue mécanique, ça c'est un exemple. Mais après vous avez l'application dans le food, dans l'agri-food, aussi pour les senseurs de sécurité, pour les voitures, donc dans l'automotive, mais aussi pour le Smart Energy Management, et last but not least, je dirais aussi pour le wearable, tous les capteurs wearable. Donc ça, ce slide est très rapide, c'est pour vous montrer que le marché dans le cas des capteurs, des senseurs sans batterie est en train d'augmenter de façon évidente dans les dernières années, et aussi comme c'est le cas des IoT. Mais on revient sur le portfolio approach maintenant. Donc qu'est-ce qu'on veut faire avec le portfolio approach? On aura donc
une première sélection des projets en remote. À la fin, on aura environ une quarantaine de projets. Et de ces projets, on en choisira 10. Les 10 projets qu'ils auront choisis ne sont pas forcément les projets qui seront classés en termes de notes, mais ce seront des projets qui permettront d'avoir un résultat en les mettant à travailler ensemble et donc en cherchant de pousser pour les synergies entre ces différents projets, de façon que l'impact du travail commun de ce portfolio sera supérieur à l'impact de chaque projet additionné. Donc c'est ça l'approche qu'on appelle portfolio. Et pourquoi ça sera très intéressant dans ces cas? Parce que, par exemple, différents systèmes d'energy harvesting pourront déjà discuter les différents scientifiques je reviens en anglais, et pourront discuter au sujet des différentes techniques d'energy harvesting, aussi de discuter qu'est-ce que peut être l'implémentation système. Et aussi, à la fin, on pourrait imaginer que les différents groupes travaillent ensemble pour avoir une solution intégrée qui pourra être implémentée aussi dans un projet suivant. Pour classifier les projets, j'ai défini 3 catégories. Une, les phénomènes qui sont exploités. La deuxième, c'est la composition des matériaux avancés qui sont utilisés. Et le troisième, c'est l'application. Ça veut dire que si vous lisez le guide pour ceux qui ont envie d'appliquer, on ne va pas choisir plus que 2 projets qui portent sur le même phénomène physique, donc qui exploitent le même phénomène physique, par exemple 2 sur les solar cells, 2 sur le thermoélectrique ou 2 sur nanotribologique, par exemple. Pas plus de 2 projets qui exploitent exactement les mêmes matériaux avancés et pas plus de 2 projets qui portent sur la même application. Donc, ceci est fait à la fin pour avoir un benchmarking des différentes solutions et donc pour pas avoir par exemple un portfolio où on a 6-7 projets qui portent exactement sur la même technologie, la même application ou les mêmes matériaux avancés. Ça c'est le template qui vous sera demandé de remplir de façon qu'on pourra procéder à la classification des différents projets. Dans les portfolios, nous avons principalement 4 working groups, un qui porte sur les sciences et technologies, qui est très important compte tenu du fait qu'on parle d'un Pathfinder. Et donc, on veut que les chercheurs puissent parler entre eux, aussi pour développer de nouveaux concepts. Un sur les normes, l'autre sur la transition de la technologie à l'innovation, donc le passage des recherches à l'innovation, et un sur la communication, dissémination et sur les activités d'outreach. En travaillant pour le portfolio, vous avez aussi l'avantage d'exploiter les programmes qu'on appelle aussi des BAS, donc Business Acceleration Survey. Ça veut dire qu'une fois que vous êtes un AC Beneficiary, vous serez suivi tout le temps par l'AC. Et si vous avez un programme manager, dans le cadre de Challenge, il pourra vous suivre tout au long de votre parcours qui va de la recherche à l'innovation et aussi au scale-up. Et on peut donner des booster grants de 50 kg, mais dans le cas des portfolios, elles porteront principalement sur l'innovation. Ces booster grants, ils ne sont pas pour développer pour développement hardware, mais c'est pour édifier, par exemple, le business case ou par exemple, quel est le réel contenu d'innovation dans votre recherche et ce type de choses. Donc, c'est vraiment pour l'implémenter, et vous aider à savoir où vous pouvez positionner votre recherche et vos résultats par rapport à ce qui existe déjà et comment vous pouvez développer une innovation. L'écosystème, là vous voyez, j'ai mis des noms, mais c'est purement, c'est pas bloqué au nom que j'ai indiqué, simplement pour vous dire que ce type d'école est principalement ouvert à 4 communautés, principalement, mais c'est pas simplement réduit à ces 4. Une qui porte sur l'activité scientifique sur les matériaux avancés et donc sur la définition de nouveaux matériaux. Aussi, on peut avoir le côté théorique de physique et chimie et aussi le côté où on peut utiliser de l'AI pour définir de nouveaux matériaux. Grâce en effet à des applications AI, nous pouvons accélérer le développement de nouveaux matériaux. Donc ça, c'est complètement cohérent avec le call. Après, nous avons des SMI innovantes qui portent sur l'energy harvesting et aussi des compagnies, des corporates qui pourraient être intéressés pour différentes applications.
en étant un Pathfinder, on s'attend 5-6 ans, plutôt 10 ans, compte tenu du fait qu'on part des mid-long terme. Après, si vous avez une innovation, vous avez des résultats extrêmement intéressants depuis le départ et vous avez des résultats qui sont déjà significatifs, on peut penser aussi à 5 ans, 5-10 ans dans ces cas. Un bon projet, pour moi, c'est un projet qui constitue un breakthrough, qui a identifié un breakthrough concret. Donc, les avantages comparés à ce qui existe déjà, ils sont clairs et concrets. Et la science, la partie des sciences fondamentales, extrêmement importante, mais vous devez réfléchir à quel peut être votre impact sociétal à moyen et long terme. Donc, on n'est pas en train de dire qu'après 3-4 ans, vous avez un système que vous avez implémenté dans une application. C'est totalement non réaliste. Mais à long terme, vous pouvez imaginer quel peut être l'impact sur la société. Et il doit être aligné avec une application, naturellement, à moyen long terme. Un projet qui est pas bon, on pourrait dire, c'est un projet qui n'a pas de KPI bien définis. Les objectifs, ils sont pas clairs, ils sont pas assez précis. Les potentielles applications ne sont pas clairs. L'implémentation n'est pas bien adressée et les avantages comparés à des solutions existantes ne sont pas réellement mis en évidence et démontrés. La deadline, comme je vous disais, c'est le 28 octobre 2026. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Alors, Paolo, nous avons déjà une première question par rapport à... Merci déjà aussi de ma part. Quelqu'un nous demande si vous avez des exemples d'applications visées dans le domaine de l'agriculture et si c'est quelque chose qui pourrait être éligible ou attendu. Mais en réalité, le challenge n'est pas basé sur l'application finale, est basé sur les advanced materials. Donc, n'importe quelle application que vous développez, elle est cohérente avec le call. Vous comprenez? Donc, c'est pas une raison pour laquelle un projet peut être refusé. On refusera pas un projet parce que l'application n'est pas considérée pertinente. D'ailleurs, les personnes qui vont vous juger, c'est plutôt des personnes qui connaissent ce que sont des systèmes, des advanced materials et qui ont affaire avec l'energy harvesting. Donc, ça concernera pas des personnes qui sont spécialisées dans l'agri-food, par exemple. Ok, donc voilà, en fait, le case study peut être un peu dans n'importe quelle application. On a bien compris que c'est surtout sur le matériau ou le phénomène physique que l'évaluation va porter. Alors, on a une question un peu technique, là aussi. Comment se place une analyse systémique dans le cadre du projet, au-delà de la conception du matériau en lui-même, notamment les couplages multiphysiques qui sont généralement bidirectionnels? La conception d'un matériau pour un système efficace nécessite de prendre en compte l'intégralité de la chaîne de conversion, voilà, et également des conditions opérationnelles de l'environnement visé. Alors, je ne sais pas si la question est claire pour vous, Paolo. C'est intérêt 4, hein. Donc il faut que le test soit effectué au laboratoire. Donc, c'est même pas le test dans des conditions significatives. Donc, je crois qu'on peut avoir une idée de quelles vont être les conditions, mais on n'est pas encore en condition d'attendre un TRL 5 et 6, que je trouve pas réaliste pour un Pathfinder. Donc, il faut qu'au niveau d'exigence, peut-être, l'analyse systémique étant, du coup, relève plutôt des TRL plus que 4, effectivement, 5, 6. Oui, parce que là, c'est ça, le message. Vraiment, là, c'est un Pathfinder, donc c'est ouvert pour les scientifiques. Hein. Donc, soyez fous, cherchez d'avoir de nouvelles idées en physique, en chimie, de nouvelles idées. Après, on ne vous demandera pas d'avoir un système intégré à la fin des 4 ans, chose qui est complètement irréaliste. Par exemple, vous développez votre petit module et vous le branchez à un système qui existe déjà. Et vous montrez que vous êtes capable de leur donner de l'énergie. C'est ça qu'on vous demande, mais pas un système intégré après 4 ans. Hein. On ne vous demandera pas ça. Il y a une autre question. Est-ce que les leads, si cette réponse est satisfaisante pour la question posée, sinon vous pouvez aussi lever la main pour repréciser. Est-ce que les lead-free piezoelectric materials sont considérés comme New Generation of Materials, comme demandé dans l'appel, ou pas?
Ça dépend si c'est un nouveau matériau, que si c'est un matériau particulier. Je ne sais pas. On l'a dit, ça c'est LED free, c'est très bien. C'est très bien parce que c'est très bien. Après, je ne sais pas quelles vont être les performances par rapport à ce qui existe et tout le reste. Donc, je ne sais pas. Ça sera jugé par des experts dans le domaine. Donc, je me permets, souligne ce que M. Bondaval et Paolo Bondaval a dit tout à l'heure. Il faut toujours être très spécifique et précis par rapport à l'état de l'art, par rapport à ce qui existe déjà. Exact. Exact. Donc, quand vous parlez de novelty, de breakthrough, ce n'est pas que des paroles. Ça doit être très, très précisément et clairement positionné par rapport à l'état de l'art. C'est du deep tech. Donc, j'ai les deux aspects principaux. C'est du breakthrough, complètement nouveau, et ça doit être high gain, high risk. Donc, c'est clair que c'est pas l'espace pour une recherche incrémentale. Donc, vraiment, c'est des breakthroughs, des choses complètement nouvelles. Alors, on a Michael Lallard qui avait posé la question tout à l'heure sur l'analyse systémique qui voudrait s'exprimer oralement. Allez-y. Je vous remercie beaucoup et je suis vraiment désolé pour la question qui était effectivement sûrement un peu sibylline. En fait, ma question, c'est au niveau de la conception du matériau en lui-même, c'est son applicabilité. Je vais peut-être prendre deux exemples pour ceci. Alors, je suis pas du tout dans le domaine des thermoélectriques, mais les thermoélectriques sont quelquefois un peu des courts-circuits thermiques dans lesquels il est très difficile de faire rentrer l'énergie. Donc, ils ont beau convertir beaucoup. Après, leur applicabilité est difficile, c'est-à-dire que si on ne prend pas en compte tout de suite l'analyse systémique d'applicabilité, on a beau avoir le meilleur des matériaux, si ensuite on n'arrive pas à l'utiliser, ça peut être difficile. Ou encore un autre exemple, cette fois-ci sur l'aspect vibratoire, si on a un matériau qui fonctionne très bien à, je vais dire n'importe quoi, au mégahertz, mais qu'on vise par exemple des structures de génie civil ou de transport où on est à centaines ou dizaines de kilohertz, ma question c'est dans quelle mesure dans le projet on doit prendre en compte peut-on prendre en compte l'applicabilité du matériau au-delà d'une nouvelle effet physique ou de la nouvelle composition, des choses comme ça, pour justement pouvoir prédire au-delà du TRL4 son applicabilité. En tout cas, merci beaucoup. Donc là, on s'arrête à TRL4. Donc après, je ne sais pas, mais c'est plutôt là, vous devez attendre un TRL4. C'est ça qui compte. Donc, si vous faites un test au laboratoire et vous démontrez que ça marche, c'est bon par rapport à l'objectif que vous êtes donné et par rapport à l'état de l'art. C'est ça qu'il faut démontrer. Après, je comprends ce que vous dites, mais c'est plutôt pour un TRL5. Parce que vous parlez de tenir en contact, de comprendre bien qu'est-ce que c'est l'environnement, si on peut réellement sortir un système qui soit utilisable dans une condition réelle. Et là, on parle des 5 et 6, parce qu'après, on parle à la validation en environnement réel. Donc, il faut s'arrêter au TRL 4. De toute façon, comme je vous disais, c'est des projets à high gain, high risk, avec une batterie disruptive. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Oh, parfait, merci beaucoup encore. Merci. Et une dernière question, ou avant-dernière s'il y en a d'autres qui arrivent. Est-ce que le portfolio de projets que vous avez constitué, Paolo, concerne uniquement les projets de ce call Pathfinder 2026 ou est-ce qu'il inclut des projets de précédents calls? Non. Et je rajouterai à ma question, est-ce qu'il inclut aussi éventuellement des projets open qui toucherait au sujet du Energy Harvesting, Advanced Material for Energy Harvesting? Donc, j'ai vu que précédemment, dans le portfolio, ils ont intégré des projets qui venaient des Open. Mon approche, ça serait plutôt de rester simplement avec les projets qui seront dans le challenge. Parce que, je vous explique, souvent quand on prend des projets open qui viennent de l'extérieur, donc on doit leur donner une booster grant, ça devient très lourd du point de vue administratif, et en plus, ils vont pas être alignés en termes de temps avec le projet qui sont déjà dans le portfolio. Là, j'ai le cas, par exemple, j'ai fait un portfolio meeting la semaine dernière, on est à la deuxième année, et il y a un projet qui est déjà fini parce que c'était un open qui a été mis à l'intérieur. Donc, ils sont désalignés. Ils n'ont pas forcément les mêmes besoins et tout le reste. Donc, ma politique, mon point de vue, est de prendre simplement les projets qui sont dans le challenge. Et de façon qu'ils démarrent en même temps et vont finir plus ou moins en même temps. Okay. Alors, on a deux autres questions. Vas-y, Chiara.
Est-ce qu'une partie du projet peut être dédiée au développement de l'IoT, système de communication ASIC, ASIC, etc. Ou bien ce n'est pas conseillé et il vaut mieux se focaliser aux matériaux et aux systèmes de récupération de l'énergie? Alors, ça c'est une question typique. Et donc, la question est, le projet, il portera sur l'advanced material, sur le développement d'advanced material. Vous pouvez ajouter des autres tâches comme avoir le breadboard électronique pour gérer l'énergie qui arrive et comment elle va être managée. Ça, c'est sûr, vous pouvez l'utiliser, mais ça n'implique pas qu'on vous demande de développer quelque chose de nouveau parce que le breakthrough doit être dans les matériaux. Donc après, vous pouvez avoir, par exemple, un Work Package qui porte sur l'électronique, mais on ne vous demandera pas de développer une électronique breakthrough. C'est pas là le breakthrough, ça doit être dans les advanced materials, comment dire. Et je comprends que sur le site des projets, vous pouvez avoir, j'en ai fait des projets comme ça, donc sur l'advanced material, après vous avez peut-être la partie d'energy harvesting, la partie de gestion électronique. Ou par exemple, si vous avez une antenne pour envoyer les signaux, vous devez gérer l'énergie qui est récupérée pour après l'envoyer à l'antenne, l'envoyer à l'energy harvesting, la récupérer et tout le reste. Donc ça, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire absolument. Et par contre, ça ne sera pas là que vous allez être jugé en termes d'innovation. Parce que vous pouvez utiliser des techniques que vous avez déjà développées dans des autres projets, vous pouvez simplement les récupérer parce que le développement est centré sur les advanced materials, pas sur le système, on pourrait dire. Merci. Si. Alors, on a une dernière question. Vas-y, Laurent. Ok. Qui est un peu dans la continuation de la précédente sur l'approche systémique, donc on a bien compris votre réponse, mais est-ce que, dans quelle mesure la participation de partenaires qui ont plus une coloration système, donc micro ou nanoélectronique par exemple, peut être envisageable pour le développement de l'optimisation des performances et le développement de ces nouveaux dispositifs? Ça, c'est au consortium des jugés, comment dire, au coordinateur des jugés. Là, si vous développez une partie d'advanced material qui est très bien avec un nouveau matériau disruptif et tout le reste, vous pouvez même mettre quelqu'un qui s'occupe du système. Moi, je suis absolument pas contre. Vous comprenez, vous avez un corps qui porte vraiment le corps du projet, doit porter sur les advanced material. Après, tout le reste, vous pouvez l'ajouter comme vous souhaitez, vous organisez comme vous voulez. Hein. Alors, on a une toute dernière question qui nous est destinée, mais que je vous pose aussi, Paolo. C'est, étant donné que la note finale, alors je précise, issue de l'évaluation écrite, n'est pas forcément celle retenue pour obtenir le financement, même si elle est très bonne, comment faire pour anticiper et connaître les autres thématiques des projets pour être bien complémentaires et donc constituer ce que vous avez dit, ces projets qui ont la capacité de se nourrir entre eux pour obtenir des bons résultats dans un portfolio? Alors là, je ne peux pas prévoir le futur. Là, désolé, j'arrive à la limite de mes capacités cognitives. Je suis désolé, je sais pas ce qui va se passer. Hein. Je sais pas. Alors, je me suis permis de vous la poser aussi. Elle nous était destinée. Voilà, je pense qu'on aura la même réponse que vous. Par contre, c'est vrai que ça peut être intéressant si vous connaissez des équipes qui ont alors soit des solutions, principes physiques complémentaires, soit déjà des études sur des matériaux qui sont complémentaires aux vôtres. Peut-être ça peut être intéressant de tendre des perches, mais je dirais c'est plus en fonction des propres réseaux de chercheurs dans vos domaines que vous pouvez avoir un peu connaissance de ces thématiques. En disant moi je suis spécialiste là-dessus, mais je sais que telles autres équipes vont travailler là-dessus, et peut-être le préciser dans votre proposition qu'il y a des ponts qui peuvent être faits vers d'autres technos, mais sinon anticiper c'est difficile autrement. Non, je sais pas, en réalité je n'ai pas d'idée. Je suis désolé, mais c'est clair qu'ils vont être jugés par des experts déjà en remote, et après vous allez avoir des experts qui vont juger les derniers 40. Et donc ça c'est pas une décision, c'est pas que j'ai choisi moi personnellement. Hein. Donc on a des experts qui sont choisis et qui sont experts dans le domaine, hein, et qui auront reçu les guidelines pour faire le choix.
en termes ils connaissent le template, ils vont après classer tous les projets en fonction des matériaux et tout le reste, et ça va être fait de cette façon. Mais c'est pas une décision qui vient seulement de moi, mais c'est ça une décision collégiale. Ok, donc on a une autre question qui est générale, mais puisqu'elle est générale, je propose de la voir à la fin de tout, parce que il est déjà, donc Ursula Simons, il est déjà avec nous, et pour respecter un peu l'horaire de ce qu'on avait demandé aux programme managers, si ça vous va. Et donc remercier Paolo Mondavale encore une fois pour votre disponibilité. Merci pour l'invitation. C'est normal, pour nous c'est très important de bien expliquer le concept des Pathfinder, parce que c'est pour vous c'est mieux pour ceux qui peuvent soumettre, et aussi pour nous pour ceux qu'on va recevoir. Donc dans les deux cas, on est dans une win-win stratégie. Merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Et donc, so now on change déjà à l'anglais, donc on turn into English now. So we very warmly welcome and thank Ushi Simons for her presence here today with us, and to have accepted to give us a short presentation, and then to be able to answer to all your questions concerning the second challenge on biotechnology for healthy aging. So welcome, and Ushi, and when you need to, you can start. Thank you so much, and hello everybody, good morning. Indeed, we have to switch to English. My French isn't quite good enough to have a detailed scientific and operational discussion. What I've done today, so I'm the program manager for health and biotechnology at the EIC, and behind the Biotechnology for Healthy Aging Pathfinder Challenge. I think you've already had a really intense warm-up from what I understood, both in general terms and probably through Paolo's introduction. Also, many of you are now more familiar with the portfolio concept, and I believe that you were also asked to sort of watch the info days we've had leading up to this. So what I've done is I've put together a short presentation just to highlight some of the really key elemental concepts, but I've tried to keep it short, hoping that that leaves us then maybe more time for Q&A. And in the presentation, what I've also done is I've tried to really focus on the parts that I recurrently see is coming up as questions, and so hopefully that already clarifies some things. What do you see? Now, do you see the presentation in presentation mode? Yes, it's perfect. Yeah. Excellent. So, as I said, I will keep it really short, but one of the key points that I really like to highlight is if you are interested in applying to this challenge, please be aware that we have two main reference documents. I know you've heard this probably before, but I feel it is such a key part, and you'll see coming back in my presentation why. So obviously the core main text is published in the work program itself, but we have an extensive challenge guide with additional information, with templates. So I do recommend, please do look at both of those documents because they're really, really complementary. Having said that, I will walk you through some of the core elements of the Biotechnology for Healthy Aging Challenge, and it really emerged from the fact that the EU and globally, we of course have an overall aging society, meaning there is an increasing proportion of elderly in the society, and this is important because of course many diseases are age-related. So as you get older, you're more likely to have an aging-related disease, but importantly, you're also more likely to have more than one disease, and this is important because our healthcare systems are not really designed for these sort of co- and multimorbidities. But over the last few decades, we've really gained a fundamental understanding of
one shared element that these diseases have, and that, of course, is aging itself. So the deterioration of our physiological state. And we now understand a lot of the molecular and cellular mechanisms that contribute to this. The ones that are known are often referred to as hallmarks of aging. It's not necessarily an exclusive list, and I'll come back to that in a moment. But so the question really arises that maybe by addressing these fundamental hallmarks of aging, we can delay or revert or slow down age-related disease by treating these diseases not one by one, but by really treating the underlying root cause. And now I cannot move to the next slide because apparently someone has taken charge of my presentation. If we could move. That's bizarre. Okay. I think that now, can you now see the next slide? Still, Not yet. Yeah, okay. Okay. I can try again. Okay. I will try again. Okay, now that's okay. Okay, that's it. Yes? That's it. Excellent. Perfect now. Okay, great. Yeah, technology somehow still fails after many, many years. But yeah, so we know that fundamentally addressing these hallmarks of aging should enable us to really get at the root cause of many of these age-related diseases. But what we've also seen is that actually this clinical translation has in the past had a low success rate, and there can be different reasons for this, technically, so scientifically speaking. But of course, it's also something that's critical to address if you want to develop an intervention like this, to really address in a socially responsible manner, because of course, aging itself is also not a disease, it's a normal part of life. So it's important for us to understand when we'd want to intervene to make sure we don't just make everyone sick, so to speak, but we really intervene at the time that is needed when deterioration happens, and also that we better understand when an intervention is successful and how development of such an intervention can be done in an ethical and really equitable way. And so there are both scientific and societal consideration when it comes to developing anything that is related to the biotechnology of healthy aging. And so the challenge that has been developed really tries to address this, both from a scientific and from sort of the supporting ethical societal perspective. So from a technical perspective, the challenge is really focused on 3 separate pillars, meaning that we're asking applicants to develop a proof of concept in one and only one of the following 3 pillars. So either an innovative, preventative or therapeutic, biotechnology-based or pharmaceutical intervention that prevents, delays or reverts the onset of a specific age-related disease, or a biomarker-based tool to enable the responsible deployment of aging-related interventions, or third, a new approach methodology that goes beyond the current state of the art to enable the future development of interventions for healthy aging. And so if you look at the challenge, you will see that each of these objectives is described in further detail. So for each of them, there's a list of criteria, both scientific and related to the further development of the technology. But in addition, these scientific pillars are embedded
in a portfolio approach, and I think, again, you've probably heard about this before in general part and by Paolo, meaning that in the portfolio context, what we ask is that projects work together to collaborate, share challenges that exist for healthy aging interventions. And so those can be scientific, for example, making sure that how do you use biomarkers to bring the right intervention to the right people? But it's also fundamental and shared challenges for ensuring, for example, path to market. So what, just as an example, would be possible regulatory paths, or how can you consider health technology assessment for future reimbursement? A really important aspect to address would also be the societal one, as I've talked about before. How can we ensure that anything that is developed comes with equitable access, or even addresses and is societally acceptable for the community? And so for this portfolio work, I think it's a really important complement to the technological part. And here again, I would just highlight that we do have the challenge guide, and there the portfolio approach is described in more detail, and explicitly we have included a template for a work package that you can include in your application to make sure you have the right resources to really carry out the portfolio work if the project is selected, your proposal is selected. And what's also important to remember is that in these challenges, really during the selection, we take into consideration the individual proposal scores, and also we have portfolio considerations. And again, I'll talk about that in a minute. But so in short, this is really what the challenge looks like. So each proposal should address one of these pillars, technological pillars. And then in the context of the portfolio work, the idea is that we'll have technical interactions between the pillars, but they're also all embedded in these different non-technical activities and collaborate to really facilitate the development of innovations for biotechnology for healthy aging. And just to really highlight that we will be looking not just at the technical part, but also that portfolio context. You can see that also in the expected outcomes and impact of this challenge. So yes, among the outcomes is, of course, the development of proof of concept for biotechnology-based or pharmaceutical interventions, taking also into consideration the practical challenges for implementing them, for example, having biomarkers to guide their application, tools to facilitate development or adoption of the interventions, for example, developing biomarker signatures or preclinical models, but also approaches to address the shared regulatory hurdles and societal challenges linked to aging-related interventions to facilitate their adoption. And the same is true when you then look more long-term at the expected impacts. So here again, we do expect that the impacts will include delivering interventions, but also more generally to accelerate the implementation of personalized care in aging, and to provide recommendations on regulatory pathways and improving such as in literacy and longevity. So you can see here also that really the balance on the outcomes and impacts is also, it doesn't just include technical aspects of the challenge. So a couple of things I just wanted to highlight also based on questions that we've received in the past. We get a lot of, I'm thinking about this, would this be a good fit? And a couple of just shared elements that I think it's easy to sort of miss when you're just going through the text sort of line by line. The first one is, of course, we are at the EIC. So everything we're looking for must be deep tech or breakthrough innovation, and that is partially encoded in the language of the text, but please do keep in mind that this is a fundamental aspect of what we look at
look for at the EIC. So, that's, I think, a first filter that you should consider when you want to know if your innovation is a good fit for a proposal for this challenge. Then a second really important aspect is that this is a Pathfinder challenge, and by the end of this, what we expect is that there is a proof of concept, i.e. TRL3 completed. And so what we've done in the challenge text is to really describe for each innovation what that TRL3 completion would look like. And the idea is that this can help you also to see, well, the thing I want to develop, am I ready yet to apply to the EIC, by sort of working your way backwards. So do you already have the appropriate starting points in terms of scientific knowledge and possibly technology to be able to achieve these endpoints reasonably in the context of a project? It also makes sense to look at, because of this, because we want to achieve a certain maturity by the end of the projects, that we have excluded some areas. So for example, biomarker discovery, because if you're now at the stage where you're only starting to discover biomarkers, most likely you won't be at the point where you can really complete and have a solid proof of concept of a biomarker being viable by the end of a Pathfinder project. And then I would also really encourage you to think about, is the duration and funding appropriate for you? Meaning, if you look at the challenge guide, you see that we highly recommend to apply for a 5-year project that allows us to synchronize projects within the portfolio, that each project has the same duration. But also, if you look at some of the descriptions that we have, for example, we ask for the interventions that they are tested in a vertebrate model of aging, so that will take some time. Given that we're asking for a 5-year duration, often the question I get, oh, but if the funding is only 3 or 4 million. Again, I would highlight that we have recommended amounts of funding. There is no reason you can't deviate from that. You have to justify why you need a different amount. But I really encourage you that when you're putting together a proposal, keep in mind we have an ambitious goal for the proof of concept that we're expecting. We ask for 5-year projects. So what is the appropriate funding that you need? And let the science guide you when you put together your financial proposal. I haven't gone into this in detail because I went through it very much sort of sentence by sentence when I had the info day, but for each technical pillar, we really have a very detailed description of the specific objectives. And I encourage you to take a look at that and make sure that you can address all the points. But I also want to highlight that please make sure to don't just sort of consider it as a box ticking exercise, because if you really read all the criteria together, one of the things you'll see is that what we've tried to do is sort of make sure that we keep the core concept of, we know that there are underlying pathways of aging that contribute to many aging related diseases. But we also know that in the current regulatory environment, for example, aging itself is not a disease. So if you developed an intervention, you would have to go through a clinical trial for a specific age-related disease. And so to be able to capture both the underlying aim and the current reality, we've worded the challenge on the interventions, for example, asking for a concrete proof of concept for one disease, but also highlighting that that intervention should be explored also in the context of another disease, to make sure that it's really a more generic approach. But really, fundamentally, what we are looking for is an approach that targets the molecular cellular pathways of aging. And this is
these pathways we haven't specified. Obviously, the hallmarks of aging, the published ones, the well-known ones are an obvious target, but if you have other pathways in mind that you think fit, it is possible to apply with them. You just have to justify why you think they're a good fit. But I would here again emphasize that, of course, we do have the portfolio approach. And so that's important because if you look at how we consider this portfolio approach, actually we have a step during the evaluation where we have specific portfolio criteria that we apply. And we've described these in the challenge guide. And if you look at it, look at these criteria, what you'll see is that we look for projects for each technical pillar. Within each technical pillar, we look at a diversity of approaches, but we also look at commonalities between the three pillars. And I think that's important because if you know you have a very unique hallmark of aging or mechanism of aging that you're planning to address, keep in mind that it might happen that there are no projects in the other technical pillars, and that there is a chance that even if you have an excellent proposal, it might not be selected because it misses that commonality element with the other pillars. Okay. And so with that, I would close for now. As I said, I've tried to keep it short, but in case there are questions, I'm really excited and looking forward to discuss. So thank you very much, Ushi, for a very comprehensive presentation. And indeed, there are some questions. Could I please, Ushi, could I please ask you to get back to your presentation, the slide before last? I mean, the one before the thank you one, with the categories and subcategories, because I suspect that we have a couple of questions on that, so it will be easier. And the first one we have indeed is each pillar is divided in 4 subcategories. The guideline says all proposal will be mapped to one of the following categories and subcategories. In fact, the question is, it's quite clear that you have to pick one and only one of the category, but do the project have to answer all the subcategories or only maybe 1 or 2 among them? If they pick, for instance, interventions, do they have to pick the whole 4 bullet points that are here or that are even more described in the challenge guide or not? Yeah, so 2 aspects to this. So yes, first of all, you should target one of the technical pillars. And then, sorry, I'll answer also things you didn't ask, but that I know are commonly asked. And one of the questions, for example, that I sometimes get is, what if we're developing an intervention with a companion diagnostic? Where do I fall? And what I really encourage you to do is think about, where do you feel the innovation that you are developing really lies, and let that guide your selection for one of the pillars. So for example, in this case, if you think the thing that really makes it unique, the deep tech core, comes from the companion diagnostic, then go for the biomarkers. And you already have a clear application area then, which is, to guide the intervention. So yes, the first one is to know exactly what primary category, so which technical pillar you fall into. Then for the sub-points that you see here in the subcategories, there's really 2 aspects to them. And yes, I would recommend that you should be able to answer all of these questions for your given primary category. There are 2 aspects to this. The first one is that what we'll be looking for, our primary consideration in each of these technical pillars, if you look, is the diversity. So what we would like to see is that we have, for example, if I just look at the interventions pillar, that we have different approaches. So maybe some interventions for prevention and some for reversion of age-related diseases, that they target
different hallmarks of aging and that they're using different age-related diseases as their target. So for example, muscle weakness is often sort of a common stand-in for an age-related disease, but we will not want to select only projects that target muscle weakness if there are other targets there. And what is the validation that is planned? So, yes, you should be able to address all 4 points to allow this diversity aspect to come in for us to be able to really assess where is the diversity. And the other sort of important aspect is, for example, you will see that each pillar sort of has a connection point. So for example, between interventions and biomarkers, it might be the what hallmark of aging is being targeted. Another one could be, between interventions and new approach methodologies, which disease/tissue is affected. And so because of the diversity approach and the connectedness between the pillars, we really recommend that you are able to address all of these points. I hope that helps. Thank you. And one question concerning the portfolio. If I understand well the question, will they be considered within this specific challenge, or can they be related also to other challenges of the past that were related to biotech or healthcare, I suppose? So I'm not fully sure I understand the question, but maybe I can turn it into a more general one. So in the context of this challenge, we will select specifically projects that apply, or proposals from the proposals that apply to this challenge. What we do always try to do is, connect with other existing projects. We have different mechanisms of them. It can be informal. So we've had cases where, for example, we organize a portfolio event, and if we happen to know that there are other projects for whom that might be relevant, we can invite them. We also have a formal process of onboarding projects into a portfolio, for example, from our open calls, and that's typically through a so-called booster grant. So that's also a possibility, but maybe very concretely for this challenge, we will be selecting projects that apply to this challenge as proposals. There was a hand raised by Arnaud Foussa. Yes, thank you. Yes, Arnaud Foussa. Could you clarify what you meant by POC? Do you expect all programs to go through a clinical POC, or a program that would go into an advanced preclinical POC would be okay with you? And second, really rapid, is also about the timing of 5 years. Sometime with 5 years, I get clinical POC. If it's clinical POC, it could be difficult for some programs to get there. Yeah, so both of those are really good points, and I do hope that they are fully addressed in both the challenge text and the challenge guide. So assuming you are asking about the intervention, so for us, a proof of concept, generally for all EIC calls, what we look at is so-called TRL, technology readiness levels. And we consider a proof of concept means the achievement and completion of TRL level 3. TRL levels are very general. So in addition to this general description, we also our work program refers to sector-specific guidance. And for example, in the context of medicines development, a TRL3 or proof of concept completion would mean proof of concept demonstrated in a restricted number of in vitro and in vivo models. So accordingly, what the challenge text for biotechnology of aging describes, for the interventions pillar in this case, is that we expect that proof of concept has been demonstrated, and this is mandatory, in a vertebrate model of aging.
So this can be a model of choice. It could be fish, it could be mice, but it has to be a vertebrate model because we know that translation from invertebrate models has been really challenging. There is an option to include clinical work, but it's not mandatory. We've actually kept it as an option because I know that in many fields of aging there is a close collaboration between clinicians and researchers, so we wanted to give the opportunity for those who would be interested to come in here to include that in their Pathfinder proposal, but it is not mandatory. So for example, for the intervention challenge, that's how we tried to guide you in terms of really describing what we expect to have been completed as a proof of concept. And accordingly, that's indeed why I always highlight sort of the budgetary and timeline restrictions. I think 5 years for an animal study is reasonable. A clinical study might not have been, but again, keeping in mind that if you have to have a large, for example, mouse cohort, maybe a 3 million is not sufficient for 5 years. So we do really encourage you, don't let the recommended budget limit you. I mean, make sure that it's a reasonable budget, but consider sort of what is the sum that you need, make sure you justify it, but we will not penalize people for going above the recommended amount. Okay, so thank you very much. I think there's here. Yes, so there are no more. Yes, David Devaux. Yes, thank you very much for the very nice presentation. I just want to go back to the last point you mentioned, Australia, because we can do a clinical trial in our project, but not in a time frame of 5 years, as you mentioned, and not with a very low budget available. So this put us in a very difficult position because we can do it, but not with the budget and the time frame. So I think you clearly answer this is not mandatory, but we feel like a little under pressure because we can do it, but not with this budget. So how it is. A classical phase 1, phase 2 trial is several millions just for that. Yeah, and I think for this, what I would highlight, if you're already in phase 1, phase 2, you're not TRL level 3, right? Then you're already at beyond TRL 3, which means that the Pathfinder is not the right instrument for you. Okay, good point. So, keep in mind, we're really looking for early stage. So if you are beyond that, then we have other instruments that you can look into, see if they're a good fit for you. But then likely the Pathfinder Challenge is not the one that you would want to apply to with the innovation you have. Thank you. Okay, so thanks again, and I think that now there are no more questions, and besides we have already thank you very much a bit of the time. Thank you, Ushi. So thank you again. Thank you very much for having me. Okay, and so we pass now to Eddy Carré. Et donc, Eddy, bonjour, bienvenue, et on vous remercie vraiment pour votre présence aujourd'hui. Et donc, on vous laisse choisir si vous voulez faire la présentation en anglais. Paul Vendaray, elle l'a fait en français, et après, Ushi, évidemment, elle a dû la faire en anglais, donc c'est à vous de décider. En tout cas, oui, merci encore d'être parmi nous aujourd'hui. Merci, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez très bien? Vous me voyez? Et est-ce que vous voyez l'écran? Très bien. C'est parfait. Parfait, très bien. Donc, voilà, Eddy Carré, je suis le programme manager de l'intelligence artificielle à l'IIC, et donc je gère ce challenge qui s'appelle DeepRAP pour Deep Reasoning Abstraction Planning Towards Trustworthy Cognitive AI Systems. Alors,
je considère que la majorité avait déjà vu le recording de l'Info Day, donc j'ai fait un petit résumé en fait de la présentation pour avoir plus de temps pour la discussion et les questions. Donc juste voilà, un petit background sur l'origine de ce challenge. Ça vient d'où? Ça vient d'une vision complète concernant l'innovation en IA. L'IA responsable, bien sûr, par rapport à l'approche européenne. Donc la première direction d'innovation, c'est avoir une IA plus performante en termes de capacité et d'optimisation de ressources. Donc on veut vraiment que l'IA soit plus performante qu'aujourd'hui, que ce soit dans le monde virtuel ou dans le monde physique. Mais en parallèle, on doit être capable d'innover in termes donc d'évaluation, de monitoring, de contrôle et même donc de faire des actions à l'encontre de l'IA pour donc avoir plus de sécurité en termes d'intelligence artificielle et de contrôler en fait ces modèles puissants. Donc voilà donc l'objectif global ou les innovations, en fait les directions d'innovation. Et après donc on a une couche d'application dans laquelle on a un impact sociétal et économique. Donc si je me concentre sur la première partie qui est donc montée en capacité donc pour les IA, on s'est basé sur une étude sur les fonctionnalités donc du cerveau que l'IA a essayé donc d'exploiter et d'explorer en termes de recherche. Donc vous savez très bien que voilà sur les dernières années donc il y a beaucoup d'exploration en termes d'apprentissage automatique, en termes de donc traitement automatique de langage, compréhension de langage, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui étaient aussi donc produites en termes de recherche sur les systèmes de vision, ainsi de suite. Mais il reste plus de capacités donc et fonctionnalités du cerveau qui n'étaient pas très bien explorées en recherche et qui nécessitent plus d'investissement, comme par exemple le raisonnement, la cognitivité, la mémoire, ainsi de suite. Donc on a l'ensemble de fonctionnalités que nous pensons que si on les explore, ça va donner plus de performance pour les modèles d'IA et les systèmes d'IA que nous voudrons donc développer, mais de façon responsable en Europe. Donc si j'ai fait la projection sur les capacités donc les capacités cognitives, donc on peut trouver donc le awareness, la conscience, le raisonnement, l'abstraction, le common sense, la créativité, la planification, ainsi de suite. Et donc par rapport à un ensemble de challenges ou de ce qu'on a déjà dans le portfolio EIC, on avait décidé d'explorer donc le raisonnement, l'abstraction et la planification. Ça aussi c'est bien aligné avec une vision, donc une projection future sur ce qu'on a vu donc sur les dernières années, où on va en termes de capacité en intelligence artificielle. Donc là on est sur un déploiement massif des systèmes multi-agents, et donc on va plus sur des systèmes plus cognitifs avec un déploiement massif d'ici 2030. Donc c'est d'où l'urgence d'avoir ce challenge et donc d'incorporer ces capacités cognitives dans le système physique d'ici 2035. Donc c'est une vision qui est aussi inspirée de l'état de l'art, de ce qu'on collecte en fait de la communauté. Donc voilà, et du coup un peu donc la motivation peut se résumer dans le fait que les systèmes génératifs aujourd'hui sont très performants, très puissants, mais ça reste toujours des limitations en termes de raisonnement complexe. Il y a des modèles de raisonnement aujourd'hui, mais on peut pas aller donc sur des raisonnements complexes, de la planification sur le long terme,
la compréhension du monde réel et donc tout ce qui est causalité, ça manque aujourd'hui. Et donc c'est ce gap entre les fonctionnalités du cerveau humain et l'intelligence artificielle d'aujourd'hui en termes donc de généralisation, de contextualisation, d'explicabilité, ainsi de suite. Donc on veut vraiment passer donc des méthodes traditionnelles, que ce soit l'utilisation de l'IA symbolique ou connexionnistes, pour le développement de nouveaux modèles qui sont plus cognitifs et liés au cerveau humain. Donc le focus de ce challenge, c'est d'aller au-delà de ce qui existe en termes donc de modèles, d'architecture, ainsi de suite. Donc ce qu'on veut vraiment, c'est d'aller au-delà de ce que existe aujourd'hui. Nous cherchons en fait des approches de rupture. Donc ce challenge, il s'intéresse pas aux transformers, il s'intéresse pas aux LLM telles qu'elles sont aujourd'hui. D'accord. Donc on veut vraiment aller plus loin en termes donc de fonctionnalités de raisonnement, d'abstraction et de planification, et aussi de peut-être explorer d'autres approches qui viennent de domaines qui peuvent enrichir en fait ces modèles, que ce soit la physique, neurosciences, ainsi de suite. Donc pour aller vite, donc ce qu'on cherche, c'est vraiment, donc pour le raisonnement, c'est d'aller un peu plus des patterns statistiques, on va dire, pour des inférences causales, plus de raisonnement logique, compréhension donc du contexte, avoir du sens commun dans des environnements instructurés, ainsi de suite. Pour l'abstraction, c'est vraiment d'avoir cette capacité de généralisation, donc de faire de l'analogie, donc de faire la représentation et le transfert de connaissances donc d'un domaine à un autre. Pareil pour la planification, donc une planification robuste mais sur le long terme, qui peut aller à l'échelle, qui aussi peut opérer dans le monde réel de façon que ce soit en multi-agent ou dans des environnements donc incertains. Donc ça c'est des exemples donc de ce qu'on peut trouver dans le challenge. Ça vous le trouvez déjà donc dans le call, mais aussi dans le record du l'Info Day. En ce qui concerne donc ce que nous attendons en termes de livrables techniques, donc comme j'ai dit, de nouveaux modèles, architecture qui sont modaux en termes de données, de connaissances, et aussi en termes une innovation en termes d'utilisation des ressources, donc plus frugale que ce qu'on a aujourd'hui. L'approche aussi doit intégrer donc des mécanismes de confiance, d'explicabilité, de transparence. Donc par défaut, le modèle ou l'architecture proposée doit, donc by design, intégrer ça. Arriver donc à la fin du projet à un TRL à 4 et donc être donc bien sûr en compliance avec l'AI Act et donc tout ce qui est éthique de l'intelligence artificielle et de IA responsable. Donc en termes d'excellence, donc ce qu'on cherche aussi de nouvelles méthodes et de métriques d'évaluation pour le raisonnement, pour la confiance, ainsi de suite, d'adopter donc les FAIR Principles et donc être en synergie avec les autres initiatives européennes comme les TF, donc ainsi de suite. En termes de portfolio, donc nous avons défini 4 catégories, on va dire, de portfolio. Donc pour la construction, la sélection des projets. Donc la première chose, c'est la couverture en termes de capacité.
Donc, que ce soit le raisonnement, l'abstraction, la planning. Donc, les projets sélectionnés à la fin, c'est des projets qui vont couvrir ces différentes capacités. L'approche technologique, donc on va pas prendre tous les projets avec une même approche, donc il y aura une diversité aussi en termes d'approche technologiques et techniques adoptées, que ce soit neurosymbolique, deep learning, reinforcement learning, ainsi de suite. Et après aussi les cas d'usage et les applications, que ce soit industrielles, la cybersécurité, la justice, ainsi de suite. Donc, on cherche aussi une diversité en termes de domaines d'application. Et la quatrième catégorie, donc, c'est la participation à des activités de portfolio. Donc, c'est des activités où on a tous les projets dans le portfolio, ou un ensemble de projets dans le portfolio qui travaillent sur ces activités, que ce soit le développement d'un benchmark, l'interopérabilité, donc en termes de protocoles, d'API, ainsi de suite, afin de mettre donc les approches proposées ou les systèmes proposés au sein de différents projets, de les mettre interopérables, et donc on peut les intégrer. Et ça va être donc via le développement de démonstrateurs et de pilotes communs entre différents projets. Donc, par exemple, un projet qui travaille sur le raisonnement, un projet qui travaille sur la planification. Donc, l'idée, c'est de développer un démonstrateur en commun qui rend les approches interopérables et qu'on peut démontrer comment cette chaîne de valeur fonctionne en termes de capacité. Voilà, donc si vous regardez le challenge guide, vous allez trouver donc ce tableau. Ce tableau est fortement recommandé de l'intégrer dans vos propositions. Donc, quand vous rédigez vos projets, pour bien se positionner. Donc, je fais du raisonnement, je fais de l'abstraction, je fais de la planification. J'ai aussi donc une approche qui combine différentes capacités. Donc, ensuite, en termes de technologie, pareil, ou l'approche, on va dire. Donc, quelles sont les approches qui caractérisent le projet, les domaines d'application et aussi les synergies que vous pensez donc y intégrer en termes de développement de benchmark, d'interopérabilité ou de démonstrateurs en commun. Donc, on vous demande pas de cocher toutes les cases. Ça doit être une proposition qui est raisonnable, qui est faisable. Donc, on ne voit pas que un projet donc de 3 ou 4 ans avec un petit consortium qui va réaliser toutes les fonctionnalités cognitives en exploitant toutes les approches technologiques avec une multitude d'applications et qui va participer à toutes les activités en commun en termes de portfolio. Donc, ça doit être raisonnable et faisable. Donc, ça, c'est très important à mentionner. Et du coup, donc, je vous invite de jeter un coup d'œil sur un ancien portfolio que nous avons, les activités en commun, donc le portfolio Awareness Insight. Donc, ça peut vous donner une idée sur les projets, sur la composition du portfolio et aussi sur les différentes activités réalisées au sein du portfolio. Et bien sûr, donc, le lien vers le Challenge Guide qui sera donc votre guide pour préparer votre projet. Voilà, et donc, c'est ouvert pour les questions, pour les commentaires. Je pense que c'est le plus important. Oui, donc merci beaucoup. Merci. Eddy. Et donc, c'est le moment maintenant, vous, de poser des questions. Donc, il y a une première question dans le chat. Est-ce qu'on doit targeter les 3 deep reasoning, deep abstraction, deep planning? Si vous avez les capacités de le faire, faites-le. Si vous n'avez pas, on vous demande pas de tacler les trois capacités. C'est ce que je viens de dire. Il faut bien se positionner. Il faut que ça soit raisonnable et faisable.
Voilà, donc c'est à vous de voir, c'est possible, mais il faut avoir les arguments pour démontrer que vous êtes capable de le faire et qu'il y a une vraie contribution. Et merci. Plus de questions, soit dans le chat, soit si vous voulez poser à l'oral, donc il faut lever la main. Levez la main. Lola Cagnamero. Oui, merci. En fait, donc vous avez le call adresse les raisonnements, la planification, etc. Mais dans les cerveaux que vous avez montrés au départ, il y a aussi beaucoup d'autres capacités, donc motivation par exemple. Est-ce que ça serait éligible si on ajoute ces capacités, par exemple, pour améliorer la planification, le raisonnement? Ou ça serait en dehors du scope? Non, ça pourrait être intéressant d'utiliser d'autres fonctionnalités, c'est ce que j'ai dit, hein, donc utiliser donc la neuroscience ou d'autres approches pour améliorer l'abstraction, le raisonnement et la planification. Mais ça doit être oui, mais au service, ouais. Ça doit être au service de la planification ou de l'abstraction ou du raisonnement ou les trois ensemble. Donc, d'accord, merci. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose, Lola? Non, c'était juste, en fait, c'est pas forcément d'une autre discipline là, que j'ai posé la question, ça viendrait d'autres disciplines, mais c'est d'autres capacités, donc oui, pour améliorer par exemple la planification, mais oui, donc c'est clair, l'accent doit être mis sur améliorer ces trois. Merci. Merci beaucoup. Et donc on a une question maintenant de Thierry Vidal. Ouais, bonjour Eddy. Petite question sur les partenaires industriels en fait. On nous a dit que c'était important d'en avoir un. Sur ce challenge particulier, qu'est-ce qui est plus attendu entre une PME qui développe le use case ou plutôt une boîte qui développe des briques technologiques ou du conseil, des choses comme ça? C'est très simple Thierry, ça doit avoir du sens. C'est pas une question, une grosse boîte ou une start-up ou même sans aucun partenaire industriel. Le plus important, c'est que ça doit apporter une valeur ajoutée au proposal. C'est le plus important. Voilà. Donc en fait, tous les types de boîtes peuvent être considérés comme. Voilà. Ok, merci. Merci beaucoup pour cette question. D'autres questions, soit par écrit, soit à l'oral? Est-ce que je peux du coup profiter parce que par rapport à la gestion du portfolio Awareness Inside, donc pour rappel pour ceux qui ne le sauraient pas, ça a été un des premiers challenges lancés en 2021, Awareness Inside. Donc typiquement, ce sont des projets qui sont soit finis, soit sur leur fin. Sur la fin. Oui, tout à fait. Et donc, est-ce que vous prévoyez les actions du portfolio continuent après la fin des projets ou s'arrêtent avec le projet lui-même? Alors, on a des projets qui sont finis. Ouais, voilà. Donc, on a des projets qui sont déjà finis, mais la semaine dernière, on a eu une réunion de portfolio, un meeting où même les projets qui ont déjà fini sont venus. On avait un démo day. Ils sont venus parce que ça a créé en fait un lien entre les projets. Tous les projets échangent de leur expérience, surtout pour la continuité. Donc il y a d'autres projets qui ont émergé dans le portfolio. Donc il y en a aussi des startups qui ont émergé de ces projets-là. Donc il y a un échange d'expérience en termes donc de développement du projet de start-up et aussi de projets pour aller en transition. Donc les activités continuent en bonne volonté. Voilà. Merci. Il y a une question dans le chat. Donc, pourriez-vous donner des exemples concrets de synergies attendues avec TEPS et les autres initiatives?
Si je prends le TEF, donc c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est les Test and Experiment Facilities. Donc ils sont mis à disposition pour donc tester, expérimenter des approches. Donc ça pourrait être vers la fin de votre projet de tester donc le modèle ou le système développé donc dans un DTF par exemple. Avec eBrains, vous pouvez utiliser donc les outils que eBrains propose, donc le système aussi de computing qui met à disposition, ainsi de suite. Donc c'est pas obligatoire, mais si vous toujours, il faut pas juste faire parce que c'était écrit. Donc ça doit avoir du sens et une valeur ajoutée. Si vous voyez pas de valeur ajoutée d'être en lien avec un TF ou avec eBrains, surtout ne le faites pas, s'il vous plaît. C'est très clair. Merci. Donc j'avais une petite question moi-même. Donc c'est vrai que moi je ne suis pas expert dans le domaine, mais vous avez parlé des démonstrateurs, et donc je me demandais si ça n'allait pas au-delà de TRL 4 ou si on parle de démonstrateurs plutôt encore à l'échelle laboratoire. C'est à l'échelle laboratoire. Ok, merci. De rien. Donc, d'autres questions? Après, si un projet a la capacité d'aller au-delà du TRL 4, bah, bravo, et ça doit être mentionné. Ok. Donc pour l'instant, il semble qu'il n'y a pas d'autres questions. Nous sommes parfaitement à l'heure. Ok, oui. Ok, donc pour nous vous remercions encore, Eddy Carré, pour votre disponibilité. Alors, juste peut-être une petite recommandation à la fin. Donc, la compétition, ça va être dur, on va dire. On s'attend à un grand nombre de soumissions. Donc, il faut vraiment se distinguer. Voilà. Donc, c'est à vous de jouer. Oui, le problème, oui, comme il y a quelqu'un qui a posé la question pour l'autre challenge de biotechnologie, oui, c'est comment savoir qu'est-ce qui va être déposé, c'est clair, c'est impossible a priori. Donc oui, c'est vrai que c'est une recommandation que nous essayons de donner toujours à tout le monde, d'être un peu plus unique pour avoir plus de chances d'être retenu dans le portfolio, mais c'est vrai que c'est pas du tout facile de savoir a priori. Ok, donc on arrive déjà effectivement à la fin de l'horaire prévu. Et donc merci encore une fois, Eddy, pour votre disponibilité et pour avoir été ici avec nous aujourd'hui. Et merci à tous les programmes managers pour avoir été avec nous. Oui, à vous, aux assistants, aux webinaires pour votre intérêt. Et donc comme ça, avec plaisir. Donc, merci, au revoir. Au revoir, et au revoir merci. Aussi à tout le monde. Et merci pour la réponse dans le chat à Lucie et à Martha.